Merci Jacques Guyard d'accepter l'invitation. J'ai prévu de te cuisiner. Tu dois être dans ma collection d'interviewer un des recordman de personnes que j'ai embêté à poser des tas de questions. Et on pourrait se demander, à part être un grand témoin de la période que je sculpte entre 75 et 95, je pourrais le dire d'une façon amusante en disant que tu es dans le même mouvement que la conquête de la gauche et puis ça a retombé. Tu fais partie de ces 30 glorieuses et aussi de ce qu'on a appelé plus tard les 20 piteuses. Par contre, la première des raisons qui me fait te questionner, on pourrait penser aussi qu'il n'y a pas de rapport avec l'histoire de l'art, alors que ne serait-ce que nous parler de Mario Botta et de la construction de la cathédrale, ça suffira à notre bonheur. C'est aussi que tu es historien et spécialiste des villes initialement. Et je peux renvoyer à des vidéos qui sont en ligne et qui parlent de ça. Alors, je remonte un peu plus tôt parce que je voulais que tu nous parles de ton engagement socialiste. J'aime beaucoup cette affiche parce qu'un président jeune pour une France moderne, il fait un peu la gueule. Et on a une série d'usines avec des bâtiments derrière. C'est tout à fait abominable. Ton engagement n'est pas tout à fait, tu me l'as dit, et je veux bien que tu le confirmes, il est d'abord dans la lutte au moment de la guerre d'Algérie. Et oui, quand la guerre d'Algérie a commencé en 1954, j'avais 17 ans et dès, dès 2 ans après, tous les jeunes ont été embarqués dans la guerre à travers le service militaire. Donc, pour tous les gars comme moi, c'était le départ à peu près automatique à 19-20 ans en Algérie. Et d'une part, j'ai toujours considéré que l'Algérie, c'était d'abord la terre des Algériens, même si pas mal de Français avaient une histoire là-bas. C'était quand même une histoire implantée depuis peu. Et donc, il était assez légitime que les Algériens fassent leur pays à eux. Et puis, je dois dire que dans ma génération, l'idée de partir faire 2 ans de guerre là-bas nous braquait complètement. J'ai commencé à m'engager en politique d'abord contre la guerre en Algérie. D'ailleurs, D'ailleurs qu'à l'époque, je ne pensais pas du tout adhérer au Parti socialiste, puisque à l'époque, c'était la SFIO, et que la SFIO avait, avec le gouvernement de Guy Mollet en 1956, décidé d'envoyer le contingent en Algérie, c'est-à-dire tous les jeunes. oui, le mode d'emploi implicite de notre dialogue, c'est que quand on a 50 ans de recul, c'est toujours plus facile de dire ce qu'il aurait fallu faire ou pas. Ce qui et je ne suis pas là pour ça, ça m'intéresse plutôt que tu nous dises de quelle façon tu t'es retrouvé intéressé par l'histoire dans l'histoire elle-même. Et donc, il y a une tradition, c'est pour ça que je revenais sur les affiches de lutte. Tu es aussi très proche du syndicalisme enseignant. C'est aussi ça le début de ton histoire. Ah ben, parce que pour pouvoir faire des études, mes parents étaient très modestes, hein. Mon père était cuisinier dans un petit restaurant, donc il, pour faire des études qui à l'époque étaient payantes. Quand on allait au collège ou au lycée, il fallait payer ses fournitures et tous les annexes de la scolarité. Donc, ouais, il fallait clairement qu'à 15 ans, je commence à gagner ma vie. Et sur le conseil de mes profs, j'ai à 15 ans passé le concours d'entrée à l'école normale d'instituteurs. À l'époque, on rentrait dans les écoles normales d'instituteurs après la troisième, en seconde. Et à partir de ce moment-là, on était pris en charge par l'État. Mais j'ai découvert aussi, avec ça, le syndicalisme enseignant, qui à l'époque était infiniment plus puissant qu'il n'est aujourd'hui. Quand j'ai adhéré au syndicat national des instituteurs, 82% des instituteurs français étaient membres du syndicat. C'est-à-dire que c'était une puissance incontestée. Et c'est là que j'ai appris à militer, à analyser la vie sociale.
puis j'y ai pris assez rapidement des responsabilités parce que ça me passionnait. Il y a une petite chose que je voudrais te faire commenter, c'est que de ce Mitterrand de 65, je lis un article de Hélène Fontaneau dans Les Inrecuptibles. En 65, lorsque Mitterrand se lance dans la campagne présidentielle, il était un homme seul, entouré de ses fidèles de la Convention des institutions républicaines, Pierre Jox, Mermas, Roland Dumas, Claude Estier, Charles Hernu et Georges Dayan, l'ami de toujours. Sa chance vient du refus des deux grandes forces de la gauche de présenter un candidat face au général de Gaulle, estimant que le fondateur de la Ve République sera élu au premier tour. Je voudrais juste revenir sur le fait que c'est un homme têtu et qui n'avait pas tous les arguments devant lui pour fédérer la gauche. Et ce mouvement parallèle à ton engagement, il me semble qu'il raconte quelque chose de cette époque. Et puis un peu plus loin, en 65, elle fait une remarque. Un acteur nouveau fait son entrée dans la campagne présidentielle, la télévision, qui permet à des milliers de foyers d'entendre le chef de l'opposition détailler son programme. Et puis, c'est là où je voulais en venir, en 67, dans une France singulièrement rajeunie par le baby-boom et en pleine croissance, les accords électoraux permettent à la gauche de frôler la majorité aux législatives. On oublie que ça arrivera en 77, cette vague socialiste, mais dès 67, ça aurait presque pu. Paradoxalement, ajoute-t-elle, c'est mai 68 qui freine cette marche vers l'unité, en décalage avec le mouvement insurrectionnel, apparaissant comme un politicien avide de récupérer le pouvoir. Mitterrand perd pied. Le 28 mai, il tient une conférence de presse aux effets dévastateurs. Et justement, qu'est-ce que tu faisais en mai 68, toi qui étais jeune prof alors? J'étais jeune prof dans un lycée parisien et en même temps, j'ai été nommé à la Sorbonne en 68. Donc, j'ai fini l'année dans mon lycée tout en commençant à travailler en histoire moderne à la Sorbonne. Et donc, j'ai vécu 68 de près. Mais quand tu dis qu'en 67, la gauche avait failli gagner les élections, c'est pas du tout la même gauche que celle de 77. Dans les années 60, la gauche en France est forte, mais elle est le mouvement le plus fort dans la gauche et de loin, c'est le Parti communiste, qui représentait à l'époque largement un quart des électeurs à toutes les élections, jamais moins. Et donc, si la gauche gagnait dans les années 60, c'était le Parti communiste qui conduisait la gauche. Or, nous étions en pleine guerre froide. Nous étions dans le conflit dominé par la Russie et l'Amérique des deux côtés. Et bon, il est certain que la majorité des Français, y compris une bonne partie de ceux qui étaient de gauche, ne souhaitaient pas un gouvernement communiste en France. Et que tout le monde craignait que dans ce cas-là, la situation devienne complètement immaîtrisable. C'est sans doute une des vertus de Mitterrand plus tard, c'est de passer pour une gauche moins radicale, entre guillemets. Je garde un souvenir très impressionné. J'ai rencontré François Mitterrand, qui avait peu de contacts dans l'enseignement, donc qui, par un ami commun, avait souhaité me rencontrer. J'étais tout jeune, hein, j'avais 27 ans. Je garde en tête parfaitement cette conversation où il m'a expliqué la gauche ne gagnera jamais en France tant que ça conduirait à un gouvernement à direction communiste. Donc il faut que nous arrivions à bâtir un mouvement socialiste assez fort pour devenir majoritaire. Et pour ça, il faut que nous affirmions clairement que nous souhaitions l'union de la gauche, parce que si on ne souhaite pas l'union de la gauche, les seuls vrais combattants resteront les communistes. Et donc, la droite est en place en France pour la quasi-éternité. Oui, ce que tu dis… qui m'avait beaucoup impressionné. Il te dit ça en quelle année? 65. Parce que ce qui complète ce que tu dis, c'est que le référendum de 69 de Gaulle le fait partir. Mitterrand se prête à défendre les couleurs de la gauche, mais il se heurte à l'opposition de Guy Mollet,
qui veut plusieurs candidatures à gauche. C'est Defer qui est candidat socialiste, il fait 5%. Et Rocard, candidat du PSU, fait 3,6%. Par contre, c'est Duclos, le communiste, qui prend 21%. Oui, oui, à l'époque, le PC était encore largement dominant. Dans la fin de ces années 60, tu es syndiqué ou Je suis dans un parti toujours, politique déjà? alors, à la fin des années 60, donc j'enseigne à la Sorbonne et ben, je suis syndicaliste au SNES-SUP, au Syndicat national de l'enseignement supérieur, qui à l'époque était une forteresse gauchiste d'ailleurs. Et la question, toi qui as croisé, et puis on va le retrouver en 92 quand tu vas être secrétaire d'État à Mitterrand, c'est plutôt amusant puisqu'en 74, il arrivera à être, à se présenter à la présidentielle sur un thème de la rupture. Quand on est 50 ans plus tard, ça fait rire presque que Mitterrand ait l'air de représenter la rupture. Il est là depuis la nuit des temps et même cette affiche montre qu'il ne peut pas s'habiller en jeune révolutionnaire. Comment quelqu'un qui est jeune et qui est militant comme toi, entre guillemets, accorde ce crédit? C'est l'expérience de Mitterrand qui joue? Ou c'est parce que tu ne le connais pas forcément, son parcours politique? Aussi, je connaissais bien son parcours politique. Et d'ailleurs, au départ, j'étais un peu réticent. Parce que pour moi, Mitterrand était le ministre de l'Intérieur qui avait condamné un certain nombre de jeunes qui avaient refusé le service militaire pendant la guerre d'Algérie. Donc, j'avoue que j'avais des réticences. En revanche, j'ai apprécié son attitude au début du gouvernement de Gaulle, après 58, où il a en permanence été clair sur la nécessité de maintenir un équilibre entre le Parlement et le pouvoir présidentiel, et où il avait vraiment là-dessus été un des très rares à tenir bon. Est-ce que dans ton militantisme, voilà, j'ai retrouvé des affiches, on est en 71, contre les profiteurs, prenez votre ville en main, Fédération de Paris. Et Oui, cette idée d'un... J'étais premier secrétaire de la Fédération de Paris en 71, après le congrès d'Épinay. Et c'est vrai que ça a été une période pour moi extraordinaire. On avait fait le Parti socialiste, réuni les éléments épars des forces de gauche non communistes, et on sentait que ça marchait à fond. Moi, je me souviens très bien, je suis arrivé à la tête de la Fédération socialiste de Paris, il y avait 900 adhérents. J'en suis parti 2 ans et demi après, il y avait 3000 adhérents. Et on recrutait dans tous les milieux, des ouvriers, des employés, des cadres, des enseignants, enfin absolument dans tous les milieux. Et ça se développait à toute allure. On sentait que le thème de l'union de la gauche, avec le refus de l'autoritarisme communiste, marchait très bien. Est-ce que dans les gens que tu vas rencontrer, voilà, cette union de la gauche incarnée qui fait que celui à gauche est majoritaire, mais bientôt celui qui est à droite, Mitterrand, va retourner la situation. Je trouvais cette image assez remarquable. On est en 81, on a Lang, Defer, Lang, Jospin, Mitterrand, Mauroy, Rocard. Je ne connais pas Véronique Neyert, je n'ai pas révisé, et Jean-Pierre Chevènement. Et je voulais savoir, il me semble que c'est plutôt par lui que tu vas entrer à gauche, peut-être même dans l'aile gauche du PS, c'est plutôt par le CRS et Chevènement. Il y a 2 choses qui m'ont fait entrer dans le militantisme politique. C'est mai 68, où je me suis rendu compte qu'un mouvement social très fort qui était mené par les syndicats, assez spontané, mais mené quand même par les syndicats, ne pouvait pas déboucher sur de vraies réformes s'il n'y avait pas une structure politique pour le porter. Et je me suis dit à ce moment-là, le syndicalisme c'est bien, mais il faut aller au-delà si on veut vraiment changer les choses. Ça a été le premier élément. Le deuxième, ça a été en effet, j'ai rencontré Jean-Pierre Chevènement par hasard d'ailleurs, avec des amis. Il rentrait d'Indonésie où il était conseiller commercial à l'ambassade et immédiatement on s'est dit
l'union de la gauche, c'est pas seulement un slogan, il faut la faire concrètement, il faut en discuter à la base, il faut organiser des groupes dans les entreprises. Bref, il faut lui donner de la chair. Il faut que les gens la vivent complètement. Et on a ensemble créé le CRS avec une série d'autres copains et constitué ce qui a été l'aile gauche du PS au début. Moi, je relisais que le CRS de Chevènement défend l'alliance avec les communistes quand Pierre Mauroy et Rocard affichent leur fermeté face aux communistes. Donc là, il y a une séparation dans les soutiens et c'est là où Mitterrand va être habile, c'est qu'il va il va réunir les deux. Voilà en 81, le congrès d'Épinay, le congrès de Metz permet d'écraser la motion défendue par Michel Rocard avec 46% des mandats. Et le CRS obtient 15%, mais enregistre un net recul, ce qui permet à François Mitterrand de tendre la main à Chevènement pour l'intégrer dans sa majorité et ainsi isoler Rocard, ce qui va être le levier qui va lui permettre de prendre la main sur le parti. Est-ce que, parce que quand je lisais ça, je pensais à la révolution des œillets au Portugal, je pensais à toutes ces étapes de décolonisation. Comment les socialistes se placent? Parce que une des disputes avec le Parti communiste, c'est aussi sur Prague, c'est aussi en 68, c'est aussi... Bien sûr, c'est l'époque où le pouvoir soviétique en Europe de l'Est commence à être vigoureusement contesté, où apparaissent les contestations en Hongrie et en Tchécoslovaquie, matées par l'armée russe, dont les chars arrivent à Prague. Puis ça a commencé aussi en Pologne, fortement, et on sentait bien que c'était en train de se défaire, que le pouvoir soviétique n'était plus totalement dominant. Et par ailleurs, on commençait aussi, n'oublie pas que c'est aussi la période où on commence à connaître l'œuvre de Solzhenitsyn et la réalité du goulag en Russie, c'est-à-dire d'une répression absolument féroce de tout ce qui n'était pas totalement obéissant à la direction du PC, du Parti communiste soviétique. Tu parles des lectures, j'ai oublié de te demander à propos de la ville, puisque tu t'intéresses à l'histoire des villes, ta spécialité initiale c'est Rome, et tu vas te retrouver à diriger une ville nouvelle. Donc la ville est quand même au cœur de... Qu'est-ce qu'on lit sur la ville à ce moment-là? C'est Lefebvre qui est important. Lefebvre qui est vraiment notre maître à penser, oui, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il aborde, il a une lecture sociale collective de la ville. C'est-à-dire qu'il n'apprend pas comme un objet simplement d'urbaniste professionnel, il apprend comme un objet social et il prend en compte les conflits qu'il y a dans la société. Pour nous, ça a été vraiment une révélation, ça fait partie du mouvement de mai 68. Et est-ce que sur la question de décolonisation, c'est vraiment dans vos conversations et réunions ou c'est à la marge? Ah non, c'est très important. D'abord parce que cette génération qui a fait le Parti socialiste, c'était comme moi des gars qui s'étaient battus contre la guerre d'Algérie. Donc la décolonisation, on l'avait vécue de près. Et par ailleurs, je vois dans le quartier latin où je travaillais, on commençait à voir, j'avais beaucoup d'amis nord-africains, africains, vietnamiens, qui tous participaient de ce mouvement. Et donc, pour nous, la décolonisation était indispensable. On n'envisageait pas de construire l'avenir de la France en gardant un réseau colonial. Après, une question aussi sérieuse, j'en ai une, puisque je pense que lui aussi, après Chevènement, je t'ai interviewé une fois en te demandant, j'ai fait ce jeu avec plusieurs, les 5 personnes qui ont changé ta vie, et tu m'as cité Chevènement et l'intelligence de cette personne. Est-ce que tu portais des vestes à carreaux comme ça, Jacques, en 77 au congrès du Parti socialiste? Non, mais je me souviens que Lionel, il lui arrivait d'en porter des comme ça. Et déjà, je trouvais qu'il manquait pas de culot. Mais alors, pour te raconter une petite histoire, aux élections de 1981,
J'ai très bien connu Lionel Jospin parce qu'on militait ensemble syndicalement au SNES-FUP. Et donc, je connaissais, j'avais rencontré sa maman par extraordinaire. Et en 1981, au début de l'année, sa maman me téléphone et me dit: Jacques, il faudrait que vous disiez à Lionel de changer ses costumes. Parce que vraiment, il ne peut pas passer à la télé avec des costumes pareils. Et c'était une petite plaisanterie, Vincent. Merci pour le conseil. Ça fait mal aux yeux. Et pour finir de comprendre le contexte intellectuel, qu'est-ce que Chevènement apporte qui est différent? Il est plus jeune. Vous avez l'idée que vous avez la possibilité de prendre le pouvoir à l'intérieur du PS, puisque tu es vraiment proche de lui au CRS? Oui, on pensait vraiment à incarner la jeune génération. Dans le Parti socialiste qui se crée, il y a quand même l'héritage principal était représenté par la SFIO avec ses cadres, avec d'ailleurs des cadres souvent de bonne qualité, très enracinés dans la classe ouvrière, dans le monde des employés de bureau, souvent issus de la résistance, mais il y avait peu de jeunes, peu de, peu de moins de 30 ans, quoi. Et nous étions assez convaincus de représenter cette jeune génération qui n'avait pas porté la guerre d'Algérie et qui pouvait apporter une lecture du monde moderne. On a l'impression avec le recul que Chevènement ou que Rocard sont des jeunes gens plus jeunes, plus malins, mais que c'est pas ça qui permet forcément d'obtenir le pouvoir à la fin d'ailleurs. Ah non, Mais avec le recul. ça suffit pas. Parce que Chevènement et le CRS a permis d'éliminer Rocard. J'en viens à ma deuxième petite question. C'est que tu vas te retrouver dans l'Essonne. Tu vas nous dire pourquoi rapidement. Mais l'Essonne est créé en 64. J'aurais pu mettre des photos de Drey, de Mélenchon. J'ai toujours entendu dire que quelqu'un qui survivrait politiquement dans l'Essonne pourrait survivre absolument partout. Tu confirmes ça et tu nous dis pourquoi? Ah ben, ça a été une terre, c'est vrai, de politique importante, quoi. Là, ceux dont tu parles sont arrivés plus tard. Valls, Mélenchon, Drey est arrivé en 88. Euh, Mélenchon est arrivé plus tôt. Il est arrivé dans l'Essonne dès 77 ou 78. Valls, il est arrivé en 2000. Euh, mais c'était une école, c'est une école extraordinaire parce que c'est un département qui bouge très vite, quoi. L'Essonne, n'oublions pas que juste après la guerre, l'Essonne, c'est 300 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 1 300 000 habitants. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 générations, la population a quadruplé, les activités ont complètement muté, on a changé de monde, quoi. D'ailleurs, quand on prend l'évolution, ça va nous amener tout doucement vers Évry. Les chiffres sont invraisemblables, hein. C'est la population d'Évry 1793, on en a 600. On va aller à 1893, 1000, 1100, ça fait le double, c'est déjà pas mal. Et 1950, on est toujours en 1800. Oui, oui. Là, déjà 1954 à 62, ça passe à 4000. Et 75, on est à 15 000. Ah ben, ça a brutalement décollé au début des années 60. Le premier événement, c'était antérieur même à la ville nouvelle, ça a été la construction de l'usine de la SNECMA. Oui. Ça a apporté avec elle plusieurs milliers d'emplois et donc des gens se sont installés euh, avant même qu'on lance la ville nouvelle, quoi. Le parc de Petitbourg, par exemple, est un fruit de la SNECMA. Et Ouais, c'est elle qui l'approuve. tu connaissais les villes nouvelles avant de t'y présenter? Ben, alors, c'est assez marrant, oui. Donc, j'enseignais l'histoire moderne, j'étais spécialiste du XVIIe et du XVIIIe siècle, mais je faisais ma thèse, mon directeur de thèse était professeur aussi à Normal Sup,
Et une année, c'était en 69, il animait un séminaire sur l'histoire des villes. Euh, donc, je lui donnais un coup de main pour organiser le séminaire, chercher les intervenants, etc. Et à la fin de l'année, il me dit, bah, au fond, pour terminer, il faudrait qu'on sorte de l'histoire ancienne et qu'on arrive aujourd'hui. Donc, on parle beaucoup là de ces projets de villes nouvelles. Trouvez-moi quelqu'un qui soit capable de parler de ça pour notre dernière séance de séminaire. Et donc, je me suis renseigné et j'ai appris que la ville nouvelle qui commençait tout juste d'ailleurs à se développer, mais dont le projet était déjà écrit, c'était Évry. Et donc, j'ai appris que le directeur de l'établissement public d'aménagement d'Évry était Monsieur Lalande. Je l'ai appelé et je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez de participer à un séminaire à Normal Sup? Il m'a dit, bien sûr, tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai découvert le projet d'Évry, que je ne connaissais pas à ce moment-là, sauf par quelques articles de presse. Et donc, j'ai remis cette image parce qu'il y a, avant Évry, tu viens de le dire, des quartiers qui ne sont pas tout à fait dans l'esprit des villes nouvelles, qui ressemblent à des petits grands ensembles ou des grands ensembles, sur dalles comme le parc Olièvre ici. Cette Le idée parc Olièvre, c'est déjà la ville nouvelle. Oui, mais pas dans sa conception urbaine. Non, non. L'idée donc de ces villes nouvelles de développement humain qui va devenir incroyablement important. On a un petit résumé là, avec cette ville nouvelle qui est finalement voulue plutôt par le pouvoir de droite gaulliste, fort, qui décide comment on doit faire les choses. On pourrait imaginer que les socialistes sont contre les villes nouvelles. Et quand tu vas t'y présenter, c'est pas toi qui vas devenir le premier maire socialiste d'Évry. Il n'y avait pas un a priori contre ces espèces de villes champignons décidées par l'État gaulliste? Ben, au début, il y a eu cette réaction, en effet, parce que c'était parachuté d'en haut, quoi. Mais en même temps, on... à l'époque, il fallait voir quelle était la situation réelle de l'habitat en Île-de-France. C'était assez lamentable. On imagine mal, tout le monde a l'impression que Paris est surpeuplé. Paris, à l'époque, au début des années 60, a 2 700 000 habitants, c'est-à-dire 500 000 de plus qu'aujourd'hui. Rendez compte, un quart de population en plus dans Paris en 1960 par rapport à aujourd'hui. Paris était complètement surpeuplé, surtout qu'on n'avait pas encore construit les très grands immeubles qu'on peut voir maintenant dans Paris. Il n'y avait pas un immeuble de plus de 10 étages dans le Paris de 1960. Donc c'était plein de petits appartements surpeuplés. Et comme la croissance de la région parisienne était déjà largement commencée, il y avait un besoin urgent de construction d'appartements. Vraiment, et ça a été les grands ensembles des années, fin des années 50, début des années 60, dont Grigny-la-Grande-Borne est un bon exemple. C'est-à-dire un habitat où, encore la Grande-Borne, il y a un vrai effort d'architecture. Oui, Dans artistique. beaucoup d'endroits, c'était, comme disaient les architectes, le chemin de grue. C'est-à-dire qu'on faisait des rails pour la grue et puis on construisait une enfilade d'immeubles derrière, euh, souvent sans service, avec peu d'équipements et d'éducation, de loisirs. Donc il y avait un énorme besoin de logement avec les services qui vont avec. Et j'ai été très vite alors séduit sur ce plan par le projet Ville Nouvelle parce qu'on voulait construire des villes qui étaient d'abord des logements de bonne qualité et accompagnés de collèges, de lycées, de gymnases, de théâtres, d'équipements commerciaux, d'espaces verts, etc. Donc, moi, j'ai été un de ceux qui a amené, par exemple, le Parti socialiste à déclarer son accord avec le projet de ville nouvelle dès 1975. D'ailleurs, tu as le profil jeune avec une petite famille et puis
je te disais ça une autre fois. Dans une ville de parents d'élèves à Évry, tu as le profil pour savoir, pour être maire, en fait, pour savoir comment. Ah bah, je suis arrivé à Évry en 1974. J'avais 2 enfants. D'ailleurs, on a quitté Paris avec ma femme parce que déjà, on n'arrivait pas à se loger avec la place qu'on souhaitait pour nos enfants. Donc, les logements déjà commençaient à être chers à Paris quand ils étaient un peu grands et un peu de bonne qualité. Donc, on est venu à Évry à la demande aussi d'amis évriens qui, alors qui honnêtement cherchaient quelqu'un qui soit capable de discuter avec l'équipe d'aménageurs d'Épévry, de l'établissement public d'aménagement, l'équipe d'aménageurs où il y avait 70 ingénieurs, géographes, urbanistes, tous hautement qualifiés, et ils cherchaient la petite équipe des militants socialistes d'Évry, cherchait quelqu'un qui soit capable de discuter à égalité avec cette équipe ultra hautement qualifiée. Et puis, il y a une dernière chose, parce que voilà, les équipements commencent à arriver, le RER, la préfecture qui commence. C'est pas le RER. Hein. Oui. À l'époque, c'est encore le train de banlieue qui s'arrête gare de Lyon. Et puis, tu es là en 75, mais c'est pas toi qui inaugure la station Évry-Courcouronnes. Il y a surtout ce monsieur qui est en place encore, qui est Baucher, et qui représente une droite gaulliste qui est celle qui a voulu les villes nouvelles. Tout à fait. Michel Baucher, qui était élu depuis 1946. Donc, il était vraiment. Il avait été élu très jeune à Évry, il n'avait pas 30 ans, juste après la guerre. Et c'est lui, en effet, qui a négocié d'abord l'installation de la ville nouvelle à Évry. Ce n'était pas évident. Au départ, tout le monde voulait la mettre à Corbeil. Tu le dis dans ton livre, oui. Oui, oui. Et qui a d'autre part accompagné les premières constructions, quoi. Le secteur du parc aux Lièvres, le début des pyramides se font sous sa direction. C'est un choc de génération, même si c'est Claude Jeanlin qui sera le premier maire socialiste. Oui, parce que à l'époque, il faut dire, on vivait sous une loi qu'avait faite Michel Baucher, extraordinaire, où on élisait les maires dans les communes membres de la ville nouvelle, mais où le pouvoir réel appartenait au président de l'agglomération. C'est-à-dire que les maires avaient le pouvoir sur les anciens villages et le président de l'agglo régnait sur tout ce qui était les quartiers nouveaux, c'est-à-dire l'essentiel de la population. Alors, ce qui va se passer, on a ce lancement des villes nouvelles qui va se développer, cette extension et puis le schéma dont j'ai parlé sur ce qu'on voit dans ce logo-là, le X, Oui. le plan en croix qui fait qu'il y a 4 quartiers principaux entre lesquels il y a des parcs. Te voici président du SCA d'Évry, qui est l'ancêtre De l'agglo. De l'agglo, et je vais avancer un peu puisque on pourrait développer plus. J'aimerais que tu nous dises, même si tu n'es pas le seul à avoir vécu les 30 Glorieuses, je trouve que le recul aujourd'hui, où on est en train de commencer à penser la décroissance, en train de penser le fait que consommer, c'est pas tout dans la vie, cette période 45-75, elle se retrouve à la fois dans les désirs de consommation, les désirs de logement, de matériel, on le voit dans l'image de voyage, de médias. On voit depuis peu seulement cette autre histoire des 30 Glorieuses, c'est-à-dire modernisation, contestation et pollution. C'est-à-dire on se rend compte maintenant que c'était pas si glorieux que ça, c'est le cas de le dire. Est-ce que tu n'arrives pas aussi c'est pour ça que j'ai choisi ces images, dans une ville commerciale aussi, c'est-à-dire dans une ville à vendre, où il faut attirer tout le monde, et où, même s'il y a des équipements collectifs comme cette Agora, l'inauguration se fait en mars 75, une ville dont le paradoxe est d'avoir un centre commercial en plein milieu. Ah ben ça, c'est drôle ce que tu dis là, car ça a été dans le séminaire de 1969 à Normal Sup, Monsieur Lalande nous avait expliqué
qu'il mettrait le centre commercial au centre de la ville pour desservir plus facilement les gens. Et je lui avais dit, mais en mettant un centre commercial en plein milieu avec une nappe de parking, vous n'arriverez à mettre autour que du logement social. Et tu t'es pas trompé tout à fait. Je voulais insister sur ce sujet. Voilà, le grand, on a plus de belles animations comme ça à l'Agora ou à côté de laquelle j'habite. Voilà, le fakir Yvon Iva qui fait une séance d'hypnose collective. Ça paraît très curieux, mais c'est aussi le centre commercial qui fait la vie culturelle. Le mélange se fait par cet endroit-là, la place de l'Agora, dans la conception d'André Darmagnac et les gens de la Ville Nouvelle, Michel Mottès dans son livre le dit, c'est que le centre commercial se trouve en plein milieu, même si ça paraît un paradoxe, parce que on a l'habitude dans les mall centers américains de les mettre en périphérie des villes, et que si on le met en périphérie de la ville, alors qu'il se dit qu'à Grigny va être construit l'équivalent de Parly 2 qui est sorti de terre juste avant, l'établissement public négocie pour que le centre commercial se mette au milieu de la ville. Mais le deal, en fait, c'est de mettre un espace public avec un théâtre, avec une bibliothèque, avec une place publique commune. Ah ben, ça, il y avait l'idée forte de de faire de la place de l'Agora le centre-ville, avec en effet la bibliothèque, le théâtre, un beau théâtre, une belle bibliothèque, les équipements pour les jeunes, le CIO, etc., y compris d'ailleurs les cinémas, qui étaient un point important, la patinoire, ne l'oublions pas, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque en France. Bref, tout ça, et les arènes, la salle des arènes, qui est une salle de spectacle assez exceptionnelle. Donc ça, mettre en cœur de ville, c'était je trouve, un très bon choix. Le problème, c'est que tout de suite, le centre commercial a pris, a dominé l'Agora. On allait faire ses courses plus qu'on allait. On a eu, par exemple, beaucoup de mal à faire démarrer le théâtre de l'Agora, probablement parce que aussi il n'y avait pas une image culturelle du lieu. C'était pas perçu d'abord comme un lieu culturel. C'est là où l'historien des villes que tu es, je te redis que quand j'ai interviewé Bernard Castéra, le premier directeur du théâtre, je lui ai dit, mais mettre un théâtre dans un centre commercial, c'est génial, on est à l'endroit où se trouvent les gens. Il m'a dit, oui, mais du point de vue lecture de l'espace public, on ne comprend pas que c'est un théâtre et on l'aurait mis sur la place de la mairie que tu feras construire plus tard. J'aurais économisé 30% de communication. Moi, je pense simplement que si on avait fait une séparation physique entre le centre commercial et la place de l'Agora, on aurait eu une meilleure identification. Alors, j'ai passé un peu vite, je t'en ai parlé, mais voilà, ce livre de René Perron qui est intéressant, comme tout, sur les grandes surfaces dans les villes, puisque ce qu'il dit en conclusion, ce qui pèse sur l'avenir des villes, ce n'est pas que de vastes concentrations commerciales existent, ce n'est pas non plus qu'elles aient fait éclater le modèle de la ville compacte construite autour d'un seul centre. Le phénomène urbain a connu et connaîtra d'autres métamorphoses qui constituent une menace. C'est que ces opérations d'aménagement, donc plutôt dans les banlieues, plutôt en périphérie, qui commencent à péricliter, modèlent des lieux où des fractions de plus en plus nombreuses de la population transfèrent de manière exclusive leur temps, leur recherche de détente, d'agitation, de rencontres, de surprises, leur imaginaire, et cela sans que ces déplacements, ces activités puissent à aucun moment les mettre en péril. À se substituer à la ville, à devenir le tout de la ville dénoncé par Baudrillard dans La société de consommation se généralise. C'est là où, en un sens, l'intuition des urbanistes de mettre une activité culturelle dans un centre commercial pouvait être une intuition, à mon avis, du futur, mais qui n'a pas fonctionné complètement. Oui, c'était une tentative, en effet, d'équilibrer les images, quoi. Elle n'a pas fonctionné complètement, mais c'était une vraie tentative. Alors, je pense que le mariage des deux, c'était quand même mieux que le centre commercial renvoyé quelque part à 3 km de la ville, quoi.
Ben, si on fait l'hypothèse audacieuse qu'un jour il n'y ait plus de voitures ou plus de moyens de circulation autres que collectifs, un centre commercial en plein milieu d'une ville était quand même assez. Alors, ça dépend. Mais le problème, c'est de savoir si le centre commercial est un modèle. Euh, on a essayé avec les groupes de quartier, on a tout essayé pour faire vivre le commerce dans les quartiers. Moi, j'habitais au début les Pyramides. Je me souviens de la vraie bagarre que ça a été pour maintenir des commerces dans les Pyramides, quoi. Alors que avoir le commerce au pied de chez soi ou à 20 mètres à pied, c'est pas la même chose que de rentrer dans le centre commercial, qui est quand même une petite expédition. Oui, puis par contre, je crois aussi qu'il y a un modèle culturel qui fait qu'avoir des structures associatives ou des services, on le voit à Sénart, ça existe, il y a des médecins, c'est encore une culture qui est loin des Américains qui fabriquent ce môle dans les années 75. Ah oui, ça. C'est pas du tout leur culture. Alors, je voudrais avancer un peu parce que finalement, c'est un peu un modèle de ville américaine, cette ville nouvelle. On a j'aime bien parce que quand je passe devant, il y a écrit France-Évry dessus. Oui. Et je me dis que c'est quand même l'inverse qui devrait être écrit. C'est Évry, France, après. C'est le boulevard des Champs-Élysées parisien est une usurpation de notre boulevard des Champs-Élysées à nous. L'idée de mettre des villes et des symboles qui seraient un peu forts peut paraître prétentieux aujourd'hui, mais il est aussi au cœur de ton travail d'élu pour vendre la ville, en fait, pour lui donner une attractivité économique. Ici, j'ai choisi des images. On a notre ami Gérard Gentilhomme reconnaîtra toi aussi Élu Boulakia. Boulakia qui fait un petit déjeuner informatique au Sofitel. C'est-à-dire que finalement, en tant que maire, tu ne construis pas d'architecture, pas beaucoup en fait, plutôt les écoles et l'activité de l'EPEVRI, c'est-à-dire l'institution qui structure, qui a fait les villes nouvelles, fabrique les logements, les espaces publics et fait venir les entreprises. Et je ne crois pas que tu diras que je te taquine en disant que tu es comme un VRP qui va accompagner ces, ces implantations d'entreprises très, très importantes parce que tu n'as pas de pouvoir financier en fait dans ces années 70-80. On a commencé à avoir un pouvoir financier, les élus ont commencé à avoir un pouvoir financier après 1983, après que la loi ait changé le statut des villes nouvelles. On a commencé à trouver, à pouvoir prendre des initiatives, mais avant, c'est vrai que le management de la ville, son développement, était mené complètement par l'équipe des PEVRI, qui travaillait d'ailleurs, je trouve, bien dans l'ensemble la qualité architecturale comparée à ce qui venait de se faire à Grigny ou même à Ris est quand même meilleure. La conception des zones d'activité est meilleure. J'ai eu un très grand plaisir à travailler avec Boulakia au développement économique. On était parfaitement complices. Et tu as une formule dans ton livre, c'est que les années 80 vers lesquelles on bascule là, la décennie des TIC informatiques. C'est-à-dire à un moment donné où l'informatique est pas si réputée que ça fait un peu américain, c'était un développement possible, mais pas le seul. Et même chose sur la génétique et la biologie qui vont se développer. Et puis Ariane Espace, tout le travail de vendre la ville va être une façon de deuxième étape du lancement des villes nouvelles. On est 20 ans après. Et il me semble, tu le dis bien dans ton livre, c'est pour ça que je vais y venir après, tu appelles ça la troisième banlieue, c'est-à-dire que les villes nouvelles ne sont pas les villes de banlieue, elles ont dans leur structure, dans leur imaginaire, quelque chose de très différent. Ah bah oui, parce qu'elles veulent être des villes complètes, des villes où il y a du logement, où il y a des loisirs, où il y a des équipements de toute nature. J'ai voulu d'emblée, alors que ce n'était pas la position de l'État, qu'il y ait une université. Euh, Bref, qu'on ait l'ensemble des services d'une capitale. Pas de Paris, mais d'une capitale régionale, de C'est pour manière à ce que la population y trouve tout ce qui est indispensable. Là, on a une image de 86 d'un jeune couple à Évry qui a l'air d'avoir tout ce qu'il faut.
Et sur cette puissance, sur cette façon d'attirer, il y a un élément qui est en creux. Voilà, encore des affiches du Parti socialiste qui cherche à draguer le monde de l'entreprise. Là, j'ai mis ces deux images en vis-à-vis. C'est aussi parce que le département, c'est pas toi qui est élu, c'est Xavier Dugouin qui est à droite. Et la limite, en un sens, c'est pas qu'une question de politique. Ce que je veux dire là, c'est que j'ai vu des projets, des maquettes aux archives départementales de l'hôtel des Archives. Et donc, le centre d'art contemporain, l'hôtel des Archives, aurait dû logiquement être dans la ville-préfecture. C'est Ouais, aussi tout à fait, une oui. question de concurrence politique entre vous deux. En fait, vous êtes les deux hommes forts du département dans ces années 80. Oui, ben, Xavier Dugouin, d'abord, voulait développer sa propre ville, Mency. Il avait au départ proposé d'installer l'université à Mency, euh, ce qui était sympathique, mais malheureusement pas desservi sur un terrain qui était loin de la gare et pas desservi du tout. Mais bon, il essayait de se poser en représentant de l'Essonne rurale contre l'Essonne des grandes villes, Massy, Évry, Corbeil. Et c'est ce qui fait que le rayonnement de la ville nouvelle avant ton élection, puis celui que tu accompagnes avec les grandes entreprises qui s'implantent, joue en faveur de ta carrière, mais aussi dans les deux sens. Dans le fait que tu sois député, ce sont les années 90 où, je crois que tu le dis toi-même, donc je ne crois pas exagérer, où tu cumules, en fait, tu as une activité politique euh, Oui, incroyablement dense. Tu, tu... enfin, le développement économique de la ville, c'était d'abord une nécessité financière absolue, car on a, n'oubliez pas, hein, 1950, Évry-Courcouronne, 2000 habitants. Aujourd'hui, Évry-Courcouronne, 70 000 habitants. Ouais. 2000 à 70 000 en l'espace d'une vie d'homme. Et tout ça a impliqué 24 écoles, 5 collèges, 2 lycées, etc., etc., qui ont été payés par la ville. L'État nous y a aidés, l'État nous faisait des crédits à taux favorables, mais il fallait qu'on le paye. Donc il fallait absolument que la croissance de population et la construction d'équipements qui allaient avec, qu'en face de ça, on mette des ressources. Donc il fallait que des entreprises viennent s'installer. Et c'est le travail qu'on a fait avec Elio Boulakia en particulier, Gérard Gentilhomme aussi d'ailleurs, attirer des entreprises et on a saisi l'informatique parce qu'on a senti que c'était un secteur nouveau où il n'y avait pas de concurrence en France, où on pouvait s'implanter aisément. Il y avait déjà IBM à Corbeil. Hein. Il y avait une position locale de l'informatique avec l'usine IBM de Corbeil. Et donc, on a invité tous les grands dirigeants d'entreprise. Je me souviens parfaitement d'avoir reçu avec Boulakia Billy Hewlett, le fondateur de Hewlett-Packard. Et quand j'ai découvert qu'il avait beaucoup aimé Versailles le matin de sa visite, je l'ai emmené au Bois-Briard et je lui ai dit, voilà, si vous vous installez ici, vous aurez une ferme du XVIIe siècle à côté de vous. Je crois que ça a joué dans sa décision de venir s'installer à Évry. Non, ce qui est drôle, c'est que finalement, c'est la troisième partie de ce que je veux te faire raconter, c'est que tu accompagnes une création, mais architecturalement, tu agis peu. Alors c'est pour ça que j'ai mis ces images. En tant que le collège, c'est pas de ta compétence. Voilà, celui des pyramides, au cœur des pyramides et dans la logique même des pyramides. Le mélange des équipements, les écoles qui sont avec les logements. L'école est là, on voit, elle est colorée. Par contre, le pouvoir, et ça ne doit pas te déplaire vu que tu viens de l'école, c'est de fabriquer les écoles primaires. Oui, c'est en effet le seul point sur lequel on décidait quoi, la construction des écoles, des gymnases aussi, mais les piscines, bon, Tu- c'était pas grand-chose, quoi. Sauf que souvent, alors les villes nouvelles, c'est un peu une exception. Dans beaucoup de villes, l'innovation architecturale vient pas mal dans les écoles et les écoles primaires, justement. Tu peux nous dire un mot de celle-ci l'école Jacques Cartier a l'air
absolument banal comme forme. Voilà, on dirait des petites boîtes avec un petit toit pointu. Mais c'est la conception elle-même qui est complexe. Tu peux dire un mot? Oui, Jacques Cartier. Enfin, il y a eu plusieurs écoles où on a essayé de changer la conception de l'école, en particulier en favorisant l'initiative des élèves par la distribution des lieux. Je pense, quelque chose qui n'a pas duré d'ailleurs, parce que pas bien fonctionné, mais on avait implanté une bibliothèque de quartier dans l'école du Chantier du Coq. Mais une bibliothèque qui fonctionnait pour les élèves pendant le temps scolaire. Hein, l'instituteur et ses élèves pouvaient aller à la bibliothèque pour un temps de lecture. Et après les heures scolaires, la bibliothèque était ouverte au quartier pour prendre des bouquins normalement. Dans d'autres écoles, on a essayé d'avoir pas seulement les salles de classe, mais aussi des salles d'activité. C'est-à-dire que les élèves puissent sortir de la classe pour avoir une activité de production ou de travail en petits groupes, de manière à diversifier les pédagogies. Tu m'as même dit une chose invraisemblable, c'est que dans les années 80, vous prêtez les clés à une association le samedi ou le dimanche pour qu'elle fasse le caté dans l'école pendant qu'il n'y a pas école. Oui, oui, ça, évidemment, c'était avant qu'on construise la cathédrale. L'église n'avait, en dehors de l'église du village et de celle du parc aux lièvres, parc aux lièvres, n'avait pas elle n'avait pas de locaux pour le catéchisme, pour les activités de type patronage. Et donc, l'évêque qui a été nommé pratiquement en même temps que moi en Essonne, Monseigneur Herbulot, avait dit si je pouvais avoir des locaux collectifs résidentiels ou des... Et on se prêtait les locaux, en fait. Moi, je considérais que tout travail collectif en direction des enfants avait le droit de se passer. Faut bien voir, l'ambiance à l'époque était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Évry des années 80, c'est une ville où tout le monde arrive d'ailleurs. Il n'y a pratiquement pas d'habitants nés sur place. Moi, j'ai fait 4 conseils municipaux à Évry. Il a fallu que j'arrive au 4e pour avoir un élu natif d'Évry. J'en avais jamais eu avant. Et au 4e, je n'en avais qu'un. Et par exemple, on avait aussi créé avec Gérard Gentilhomme a connu ça à un moment, mais dès avant lui, on avait créé un groupe des chefs d'entreprise de la ville pour se prêter des locaux de formation. C'est-à-dire, comme il n'y avait pas assez de place dans les locaux d'entreprise, l'université, le lycée prêtait des locaux pour faire les formations de salariés le soir ou le week-end. J'ai même prêté une fois, pour tout dire, la salle du conseil municipal pour un conseil d'administration du Hewlett-Packard. Mais tout le monde se prêtait la main et c'était important parce que ça créait une solidarité. Comme je t'ai dit tout à l'heure que l'État ne voulait pas d'une université à Évry, j'en voulais. Et quand on s'est rendu compte que la Sorbonne explosait sous le nombre, je suis allé trouver Lionel Jospin, qui était ministre de l'Éducation nationale, avec une délégation de chefs d'entreprise d'Évry, qui ont dit on en a absolument besoin. Démarche pas classique. Ce que tu veux dire, c'est que on pourrait dire que les années 80 des villes nouvelles, c'est l'implantation des entreprises et l'innovation, et les années 90, pour Évry particulièrement, ça va être d'aller chercher une université et de la formation pour appuyer encore plus l'ancrage de la population. C'est pour appuyer l'ancrage de la population pour toute l'Essonne, parce que l'université à Évry a eu aussi un effet social considérablement positif. Le taux de poursuite d'études chez les jeunes, aussi bien d'Évry que du sud du département,
était très faible avant la création de l'université, parce qu'il fallait aller à Paris, 1 heure et demie de transport aller, 1 heure et demie de transport retour. Ce n'était pas très encourageant. Et la création de l'université à Évry a fait bondir en avant le taux de poursuite d'études. Donc, ce n'était pas seulement pour Évry, c'était aussi pour l'Essonne. Mais c'est aussi parce qu'il fallait. Ça faisait partie du service de capital départemental. Et la démarche pour créer Génopole a été de même nature. Une ville a besoin de symboles forts. Il en faut des architecturaux, mais il en faut aussi dans le domaine économique. Ça nous amène sur la presque conclusion, puisque je vais te faire parler de la cathédrale de Botha, mais sur les symboles forts, on a sous les yeux l'hôpital, puisque finalement, la construction des logements comme ceux de Pierre Riboulet dans le centre-ville ou aux Épinettes, finalement, cette diversité architecturale, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est pas l'élu local qui la décide. Par contre, je reviens un instant sur l'hôpital. Pourquoi il s'appelle Louise Michel? Est-ce que c'est pour faire un petit peu de gauche à une époque où les élections se présentent? Ah bah bien sûr, c'est parce qu'on était de gauche, ça clairement que le personnage de Louise Michel nous plaisait. Mais Louise Michel a eu aussi, en particulier quand elle était envoyée en Nouvelle-Calédonie pour la punir de son rôle dans la commune, a eu un rôle médical de santé extrêmement important. Et donc c'était à la fois une femme réellement active dans le domaine sanitaire auprès de populations très, très abandonnées à l'époque. Ça nous paraissait bien de baptiser l'hôpital de son nom. Je dis ça parce que dans la dernière partie que je te ferai aborder tout à l'heure, le choix des noms de rues, tous les quartiers, toutes les noms de rues des Épinettes, puisqu'on est dans l'anniversaire de la commune, portent des noms de la commune. Ça, c'est des choix du conseil municipal. Ça peut paraître petit, mais c'est aussi des éléments symboliques qui restent. Bien sûr. La partie la plus importante de notre dernière partie, c'est pour te taquiner et que tu nous l'expliques, il y a donc une mosquée qui est construite avant la cathédrale, et donc pour que tu chasses les fausses idées et pour te taquiner, Mottez m'a dit que c'était lui qui avait eu l'idée, Monseigneur Herbulot a dit que c'était lui qui avait eu l'idée, tu m'as dit que c'était toi qui avais eu l'idée d'une cathédrale. Non, Qui est-ce qui a eu l'idée de cette cathédrale et est-ce que tu avais entendu parler de Botha? Est-ce que tu peux nous dire ça? Alors, voilà, sur le. Bon, d'abord, il y a eu, en effet, la première initiative de construction religieuse a été la mosquée. C'est lié alors au fait qu'il y a une communauté musulmane assez importante à Évry. Et un jour, Khalil Meroun, qui était qui est toujours le recteur de la mosquée, m'a dit je fonctionne dans une cave au parc aux Lièvres, c'est pas bien, il faudrait que vous veniez voir. Donc je suis allé voir et il fonctionnait dans une cave épouvantable, crado, sombre, vraiment honteuse. Donc il faut qu'on arrive à trouver un local plus correct. Et à partir de là, Meroun, et c'est lui qui a d'abord porté, a pensé à construire une mosquée qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure qu'il prenait les contacts nécessaires et qu'il a trouvé des financements, en particulier au Maroc. Mais l'Église catholique était un peu dans la même situation. Il y avait l'église du Vieil-Évry, l'église du Parc aux Lièvres, mais dans les nouveaux quartiers, les réunions se faisaient dans des locaux collectifs résidentiels. Où j'habitais aux Pyramides, c'était dans un LCA en bas de chez moi, un petit local vraiment, c'est pareil, sombre et assez médiocre. Et les dirigeants de l'Église à l'époque prenaient ça très bien. Et je disais, moi, j'avoue, j'ai un faible pour les monuments, y compris pour les monuments religieux de bonne qualité. Et comme je sympathisais pas mal avec le père Herbulot, l'évêque, je lui disais souvent, vous êtes un évêque des catacombes, vous aimez vivre dans les caves discrets.
Et, et un jour, on dînait chez Louis Launay, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été qui a dirigé la mission locale d'Évry, qui était un prêtre, mais un prêtre qui travaillait comme salarié, en particulier dans le domaine de l'emploi. Et on a eu cette conversation avec le père Arbulot, euh, et il m'a dit, bah, finalement, j'ai décidé de construire une cathédrale parce que le cardinal archevêque de Paris lui disait la même chose, et que je pense aussi que la construction de la mosquée a levé les dernières réticences, quoi. Et donc la décision de construire une cathédrale a été prise. Le problème, c'est que l'Église n'avait pas d'argent. Et Ah, comme vous le savez, la loi de 1905 interdit au pouvoir public de financer les bâtiments religieux. Donc, je me souviens que l'Église pouvait mettre 2 millions, 3 millions dans la construction de la cathédrale. Ça ne permettait pas de faire grand-chose. Et donc, il y a eu combien ça coûte une cathédrale comme ça? celle-là a coûté de mémoire une vingtaine de millions. Ah oui, donc le compte n'y est pas encore Oui, là. il manquait clairement pas mal. Et pardon, j'ai oublié de dire, l'image que je montrais était Michel Dubost et pas du tout Herbulot, hein. Oui, oui, oui. Le successeur de Guy Herbulot. Donc, est coincé là-dessus. Et l'Église a d'abord pensé à lancer à trouver des mécènes, quoi. Je me souviens d'une soirée psychédélique où le père Arbulot a reçu, il m'avait demandé de venir parce qu'il n'était pas à l'aise avec les affaires d'argent, a reçu la fille de Martin Bouygues pour voir si Bouygues accepterait de payer une partie de la construction de la cathédrale. Et la fille de Martin Bouygues a dit « Oh, 20 millions, mais c'est pas un problème, on va trouver l'argent. Écoutez, vous savez qu'on possède TF1. Un dimanche soir, on a une grande émission de variété, et au moment le plus fort de l'émission, euh, on vous donne la parole et vous expliquez que vous avez ce projet et que donc vous demandez aux gens de vous aider. » Et je voyais le père Arbulot catastrophé à l'idée d'apparaître entre deux numéros de chanteurs pour solliciter le soutien à la construction de la cathédrale. Donc, on a rapidement renoncé à Bouygues. Et finalement, c'est à ce moment-là que le projet de Mario Botta est apparu. Alors, tout seigneur, tout honneur, c'est l'équipe des Pévry qui a trouvé Mario Botta. C'est même singulièrement le directeur des Pévry de l'époque qui a proposé son nom et qui nous a montré les premières réalisations de Mario Botta, à qui, à partir de ce moment-là, a été demandé un premier projet. Et dans les projets, il y avait déjà une petite église qui ressemble étonnamment à la cathédrale. Donc, La voilà en tout petit, voilà, oui, oui, tout à au fait. fin fond. Au fin fond de la Penne, pas de la Pennin, des Alpes. Tu l'as vu en vrai? Oui, oui, je suis allé voir. Et le traitement, pour ceux qui connaissent la cathédrale, il y a juste la couleur qui est très différente, mais on C'est a la couleur. un cylindre tronqué avec une toiture qu'on voit ici à Évry déposée, qui est immense, triangulaire, c'est-à-dire chez Botta, des formes simples qui s'emboîtent et qu'on retrouve aussi dans le musée. De Los Angeles. Que- que- Il n'y a pas eu d'appel à concours, c'est-à-dire le goût de Non, Botta, de des Bruyères fait qu'ils sentent qu'il y a quelque chose dans son. on a été tous séduits par le travail de Botta. Je suis allé visiter plusieurs des bâtiments qu'il avait construits en Italie et j'ai été d'emblée séduit il a un véritable génie pour capter la lumière, pour distribuer la lumière à l'intérieur d'une architecture. C'est formidable ce qu'il arrive à faire. C'est à la fois d'une douceur et d'une luminosité incroyable. Et Donc, toi, on a été séduits. Alors, l'argent manquait toujours un peu à ce moment-là.
Et on a trouvé un VRP de grande qualité. On est allé avec Mario Botta et Pierre Bulot présenter la maquette de la cathédrale à Jack Lang. Et Jack Lang a été alors complètement séduit par la maquette et a chargé son conseiller spécial de nous aider, d'aider l'Église à monter une collecte. Et ça a été à ce moment-là la grande opération de financement de la cathédrale qui a fini par rapporter plus que n'a coûté la cathédrale, ce qui a permis de financer aussi la décoration intérieure. Oui, qui est remplie, si on l'ignore, elle sort de terre en 92-94, qui est remplie d'œuvres d'art récents de Garouste et de photos qui accompagnent. On sent que Jack Lang est au cœur de ce projet-là, des photos de Keshi Tahara, Oui, d'artistes vraiment contemporains renommés, de Louis Kahn, qu'on peut voir dans le musée de l'Ouvrier de la cathédrale. tout à fait. Ce que tu décris finalement, c'est aussi avec cet épisode de TF1 et de Bouygues, c'est cette société des médias, puisque je disais au tout début de Mitterrand que la télé arrive. Les 30 ans que tu viens de décrire, c'est la société qui fera le Généton, qui fera la télévision à Évry sur ça, auquel toute cette génération n'était pas forcément si préparée que ça, mais dans laquelle on vit, en fait, cette société de médiation continuelle. Ah, tu as raison, la télévision a contribué à changer l'image d'Evry dans les années 90 en particulier. Le point fort a été le Téléthon. Le Téléthon, qui est l'initiative de l'Association française contre les myopathies, animée par des parents de jeunes myopathes d'Evry, et qui a eu l'idée du Téléthon. Et je me souviens quand j'ai proposé au conseil municipal de prêter la salle des arènes et d'équiper la salle des arènes, ce qui coûtait cher, pendant plusieurs jours pour accueillir les premiers télétons, les collègues du conseil étaient plus que réticents. Oui, on pouvait soupçonner un maire mégalo, en fait, à vouloir les médias et la. Ben oui, oui, à l'époque, la télé était encore un instrument quand même assez exceptionnel. Alors, comme on a dépassé notre temps, il faut juste que je te demande deux choses. J'avais dit que je terminais, mais ce livre où tu parles de troisième banlieue, j'espère qu'on a pu expliquer en quoi une ville nouvelle, c'est pas une banlieue, et c'est pour ça que ton titre est passionnant. Il permet aussi d'expliquer que finalement, ce que vous avez construit, l'établissement public a fabriqué le dur et vous avez fabriqué l'humain, c'est-à-dire le foot, le basket, le Ah ben, il faut Généton, un festival de café-théâtre, l'avenue dans la scène nationale qui est devenue très active d'Abby Patrix, qui a fait toute une résidence pour collecter la parole en fait, oui, oui. avec la possibilité, la proposition même à une époque de devenir directeur du théâtre autour de cette oralité, de cette notion qui se retrouve dans l'histoire d'Évry. En fait, tout le monde vient de partout. Il y a des tas de choses à raconter, mais pas forcément des choses écrites. Il n'y a pas tant que ça de, de, de lieux où on retient cette parole. Je trouve qu'elle se retrouve aussi, cette vie, dans ce livre de Patrick Zachman, qui a eu une commande par l'artothèque de notre ami Patrick Drouot, qui a fait un travail remarquable avec la scène nationale. Voilà des photos d'une banlieue qui n'est pas une banlieue. C'est pour ça que m'approche banlieue colle bien à ça. Je voulais juste, avant que tu ne me parles de ton entrée sous le gouvernement de Cresson, que tu me dises, parce que ça c'est presque anecdotique, mais c'est important, comment se fait-il que dans ces grandes villes nouvelles, nous n'ayons pas eu, si on a un député maire ou une ville qui veut attirer l'attention, pourquoi nous n'avons pas eu une grande tartinade de Ricardo Bofill, puisque c'est l'architecte à la mode à l'époque de Pompidou, on voit la taille des humains sur la photo, hein, Oui, c'est oui. invraisemblable. Là, on est à Marne-la-Vallée, ici à Noisy-le-Grand. On a échappé un peu au pire. Est-ce que tu as une idée de pourquoi?
Ben parce que les architectes d'Épevery n'aimaient pas Bofill et que je n'ai pas insisté non plus pour qu'ils viennent. Parce que avoir un architecte réputé, c'est aussi une façon de vendre la ville et de la faire connaître, en fait. C'est vrai. C'est vrai, mais je trouve que tiens, tu montes une photo des pyramides, euh, le dialogue entre élus et architectes est souvent utile. Tu vois, les pyramides ne sont comme ça que grâce aux élus, pas à moi d'ailleurs, mais aux élus d'avant, Bochet et son équipe, car le gouvernement voulait absolument que les pyramides se fassent sous la forme de deux énormes immeubles de 6000 logements chacun, qui se seraient rejoints en haut et Oui. sous lesquels serait passée la voie des bus. J'ose pas imaginer 12 000 logements dans deux immeubles quasi confondus. Voilà l'image, en effet, qui a été présentée au Grand Palais dans l'exposition des. Tu l'avais vu, cette expo au Grand Palais de Évry à Paris? Oui, en 1973, qui a eu un vrai succès d'ailleurs. Il y a eu pas mal de monde qui est venu voir parce que c'était le moyen de découvrir une nouvelle forme de ville. Et on dit souvent, parce qu'on compare les habitants à des pionniers, ils sont eux-mêmes assez fiers de le dire. Et puis aujourd'hui, on relit un peu l'histoire des villes nouvelles avec une réserve un petit peu sur ce sujet, parce que c'est aussi, c'est ce qu'on retrouve chez Vadelorge qui est passionnant. Il y a une espèce de mythe, de mythologie de la ville nouvelle, de la construction de tout ça. Ça me permettra de faire la conclusion. Tu m'as dit que quand tu entres en tant que secrétaire d'État, c'est pour ça que tu arrives à mi-parcours, tu n'es pas sur la photo du gouvernement d'Édith Cresson. Je trouve qu'il y a une rupture qui est plutôt en défaveur de Mitterrand, si je répète ce que tu m'as dit sans dire trop de bêtises. Et tu es secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, on voit bien avec ton parcours que c'est tout à fait logique. Technique. Et tu vas contribuer à ce que l'université soit à Évry. Oui. Par contre, il te dit, on n'avait pas de maire de banlieue. Ah oui, c'est assez drôle. Oui. Mitterrand m'avait invité quelques temps avant et m'a dit, après réflexion, j'en ai parlé avec d'autres, avec Pierre Jox en particulier, je m'aperçois que depuis, ça faisait 10 ans que les gouvernements de gauche se succédaient, tous mes ministres viennent ou de Paris, intramuros, ou de province, alors que je fais le meilleur de mes voix en banlieue. Donc j'ai décidé qu'au prochain, on mettra des élus de banlieue et je vous garde une place dans le prochain gouvernement. Ce qui fait que c'est, en un sens, il s'est trompé puisque, j'insiste, la troisième banlieue, Évry, n'était pas tout à fait une ville de banlieue en essayant d'être une capitale, un poumon de l'activité économique et culturelle. Oui, mais les votes étaient bien des votes de banlieue avec une très large majorité de gauche. Et je te remercie. On peut regarder, si tu veux bien, s'il y a des remarques, parce que ça fait plus d'une heure qu'on retient tout le monde. Merci d'être là. Alors, on nous dit, je suis arrivé à Évry en 74 et au départ, la vie de quartier était chaleureuse et conviviale, y compris dans des quartiers comme le Chantier du Coq. Il y avait des commerces de proximité qui arrivaient à vivre, mais petit à petit, tout s'est dégradé. Pourquoi Évry ne vieillit pas en douceur? C'est une excellente, c'est la question qui m'obsède depuis les années 90 et qui m'obsède encore. Moi aussi, je suis arrivé à Évry. Je disais toujours, quand je suis arrivé aux pyramides, tout le monde rigolait parce qu'il y avait dans le quartier deux énarques, il y avait dans le quartier une bonne vingtaine d'ingénieurs, il y avait toute une série de cadres, et il y avait une population extraordinairement mélangée. Il y avait déjà une immigration pas négligeable, il y avait des ouvriers, des employés, et tout ça vivait très bien ensemble, en effet. Et nous n'avons pas su garder cette diversité sociale dans les quartiers.
parce qu'il y a eu un phénomène que personne n'a voulu d'ailleurs, mais d'une part de départ des populations de cadres et remplacé par les populations les plus modestes. Quoi, et Est-ce que ce qui a unifié un peu socialement, en particulier les quartiers centraux. il y a un élément culturel, architectural, c'est que le départ des cadres, c'est aussi la valorisation de la propriété individuelle en France. Bien C'est les sûr. chalandonnettes, c'est Oui, mon chez moi, sous forme de, il faut être propriétaire et d'une petite maison. oui. Oui, oui, d'ailleurs, les départs, moi je vois mes amis qui étaient aux pyramides quand on était jeunes, ils sont partis à Nice, ils sont partis à Courcouronnes, ils sont partis un peu plus loin, mais ils sont restés dans la région d'ailleurs. Mais ils sont partis en effet dans une maison individuelle, aussi parce que leurs enfants grandissaient, qu'ils ne voulaient plus d'espace et de verdure, hein, ça s'explique sans peine. Il n'y avait pas forcément une offre liée à ce type d'habitat dans la ville nouvelle. Comment? Il n'y avait pas forcément une offre de ce type d'habitat dans la ville nouvelle. En voulant faire une ville différente, on a peut-être négligé un modèle culturel de petite maisonnette qui était encore très fort. Oui, on a essayé de le rattraper. On a essayé. J'ai essayé de faire à la fin des quartiers qui soient plus divers. Je pense au Bois Sauvage, par exemple. Je pense à une partie des Honnêtes. Je pense à l'allée Boissy d'Anglas. Euh, euh, mais on s'est aperçu qu'il était impossible de faire de la mixité sociale vraiment imbriquée étroitement, alors que dans les projets initiaux, par exemple aux pyramides, on avait pensé mélanger à l'intérieur d'une même pyramide du logement social et de la copropriété. Là, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. C'est ce qui fait la limite de Grigny aussi. C'est que l'idée de fabriquer une ville mélangée et complexe est compliquée à gérer. Par contre, j'entends les copains de l'épéverie dire que c'est parce que la mairie et les élus municipaux ne savent pas gérer des équipements collectifs. Et j'entends l'équipe municipale dire que l'épéverie a fabriqué une usine à gaz. Non, je crois qu'hélas, ce sont des phénomènes beaucoup plus profonds de nécessité d'entre-soi, de volonté d'assurer aux enfants le meilleur environnement scolaire possible. C'est ça qui est l'élément le plus fort. J'ai mis celle-ci pour finir. Prenons une France d'avance. On a Anne-Marie nous parle de Guy Chelet qui a dirigé le théâtre de l'Agora Voilà. au début et Jérôme nous dit qu'en effet les commerces et cultures cohabitent très mal. Je crois aussi, c'est pour ça que c'est difficile de juger une ville aujourd'hui, c'est que le e-commerce, le fait que en ce temps de pandémie on retourne dans des commerces de très proches en fait, puisque l'Agora est fermée, donc on a tout notre centre qui est clos. Ça suppose des modèles complètement à réinventer, mais dans les discussions avec Elio Boulaka, il me rappelait que les prévisions sur l'an 2000 en termes d'entreprise, en termes de surface, étaient 3 fois en dessous de ce qui est arrivé en fait. Non, au début, au contraire, la ville nouvelle devait être nettement plus dense. Oui, je voulais dire, bien sûr, et les densités de la ville nouvelle étaient, on devait être à 150 000 au lieu de 50 000. Je voulais dire que la projection à 40 ans est une science impossible en fait. Ah ça, ça effectivement, on peut faire de la projection à 20 ans, à 40 ans, on est sûr de se tromper. Voilà, qui aurait prévu au moment des TIC qu'il y aurait Internet pour commander des livres qui arrivent dans ta boîte à lettres? Oui. Bon, alors on a été long parce que tu étais précieux. Merci à toi. J'ai regardé toutes les questions. Merci tout le monde. Eh ben, merci à tout le monde de la soirée, c'était sympathique.